Clair. Bon, mais donc je propose que Mathieu commence alors. Donc, je commence. Donc, la Banque mondiale est une institution financière internationale, comme le FMI, qui a été créée en 1944. Elle regroupe aujourd'hui deux organisations, la BIRD, donc la Banque internationale pour la reconstruction et le développement, et l'AID, c'est l'Association internationale de développement. La BIRD fut le premier organisme créé en même temps que la Banque mondiale, avec pour objectif de financer la reconstruction de l'Europe occidentale après la Seconde Guerre mondiale en suivant les intérêts américains. Et ensuite, la BIRD s'est consacrée au financement du développement des pays du Sud. En 1960 ensuite, l'Association internationale de développement a donc été créée afin que celle-ci se focalise sur les prêts pour les pays les plus pauvres. Donc les pays concernés par cela empruntent donc sur de plus longues durées et à des taux plus bas. Les sommes proviennent des pays les plus riches qui reconstituent les fonds de l'AID tous les 3 ans, ainsi que ça provient aussi de gains de la BIRD qui tirent cet argent des remboursements effectués par les pays à revenus intermédiaires. Les autres pays du Sud, donc plus développés, empruntent auprès de la BIRD à des taux proches de celui du marché parce qu'elle-même emprunte sur les marchés financiers. Donc, il est important aussi de noter que la Banque mondiale, donc, il y a deux organismes, la BIRD et l'AID, mais la Banque mondiale est un sous-ensemble du groupe Banque mondiale qui regroupe alors trois organisations supplémentaires. Il y a tout d'abord la Société financière internationale, fondée en 1956, qui, elle, traite du financement privé des pays du Sud. 10 ans plus tard, donc en 1966, c'est le Centre international de règlement des différends relatifs aux investissements, la CIRDI, qui a vu le jour. C'est un tribunal supranational où une entreprise, par exemple une entreprise privée, peut attaquer un État si elle s'estime lésée par une décision. Et en 1988, c'est l'AMGI, l'Agence multilatérale de garantie des investissements, qui, comme son nom l'indique, a pour objectif de donner des garanties aux entreprises privées qui ont des intérêts donc, dans les pays du Sud. Donc ces quatre organismes, ils agissent en synergie afin d'imposer des politiques qui sont, comme l'histoire a pu nous le montrer, et c'est aussi le travail de la CADTM, ces politiques sont contraires aux intérêts du peuple, où notamment l'endettement extérieur a été et est toujours utilisé comme un instrument de subordination des débiteurs. Donc ensuite, pour revenir plus précisément à la Banque mondiale en elle-même, nous allons voir que le problème est structurel, car la Banque mondiale exerce un leadership qui est non démocratique en favorisant les pays riches. Et pour cela, il faut alors analyser les organes décisionnels de cette institution, qui sont au nombre de deux, avec tout d'abord le Conseil des gouverneurs, qui, euh, qui désigne chaque pays membre. Chaque pays membre a un gouverneur qui le représente. Et ces gouverneurs se réunissent une fois par an. Et c'est dans ce conseil alors qu'ils fixent les grandes orientations et qui prennent les décisions les plus importantes. Ensuite, pour la gestion quotidienne des missions de la Banque mondiale, c'est le conseil des administrateurs. Donc, il y a le conseil des gouverneurs et ensuite le conseil des administrateurs, qui est ici composé de 25 membres, avec un fort privilège donné aux pays riches, car parmi ces 25 membres, on a donc 8 pays riches qui ont un administrateur fixe, je dirais. Et ensuite, on a 17 autres qui sont composés de groupes de pays, avec généralement un pays riche qui va alors présider ce groupe. Cela leur permet d'avoir ainsi la main mise sur les décisions qui sont prises au sein de ce conseil. De plus, ce conseil élit un président pendant 5 ans qui est réservé à un représentant des États-Unis choisi par le président lui-même. Ce qui appuie l'argument non démocratique et aussi le favoritisme, on va dire, américain en quelque sorte. Et ensuite, ce qu'on pourrait dire, ce qu'on pourrait critiquer ensuite, c'est
la répartition des droits de vote au sein donc du Conseil des administrateurs, étant donné que chacun des 25 membres a un droit de vote qui est différent. En effet, c'est chaque pays membre, donc chaque groupe reçoit une quote-part qui détermine en quelque sorte l'influence dont il disposera. Et évidemment, cette répartition, elle est inégale d'un point de vue démographique. Donc, si aujourd'hui je pouvais vous donner un chiffre, je vous dirais qu'en 2020, donc, le groupe qui était présidé par l'Ouganda représentait 480 millions d'individus et eux avaient seulement 1,92% de quote-part, tandis que l'Arabie Saoudite, seulement ce pays, avec 34 millions d'habitants seulement, avait 2,7% de quote-part. De plus, il est important de noter que les États-Unis sont le seul pays à pouvoir imposer un droit de veto, car il y a une loi avec une majorité de 85% de voix requises pour toutes les décisions importantes. Et les États-Unis détiennent plus de 15% des droits de vote, ce qui leur permet ainsi donc d'avoir ce droit de veto. Voilà, après ça, je vais laisser la suite à Eric, qui vous présentera les circonstances de la création de la Banque mondiale et ses premières années d'existence. Merci à tous pour votre écoute. Merci bien. Pablo, j'y vais? Ouais, vas-y. Pardon, je voulais pas Peut-être faire de transition. qu'il y a des questions de clarification que vous voulez poser à Mathieu. C'était très clair. Ouais, moi je n'en ai pas, mais. Ah, peut-être Dominique a une question. Il faut activer ton micro, Dominique. Ce n'est pas une question de clarification parce que c'était très clair et bien exposé, mais c'est parce que je me demandais si le ANGI, c'est un peu l'équivalent du croire en Belgique. Oui. S'il fonctionne un peu de la même manière. Oui, c'est un peu la même chose que la COFAS en France, le Ducroix en Belgique. Okay. Donc, c'est un organisme d'assurance. C'est ça, oui. Oui. Merci. Donc, pas de questions. Je pense que tu peux enchaîner, Eric. OK. Alors, c'est les 3 ou 4 premiers chapitres que je vais essayer de résumer. Je dois vous avouer que j'ai un très gros coup de pompe. Et c'est une fatigue anormale, mais je me lance. Pour comprendre d'où vient la Banque mondiale et d'ailleurs le Fonds monétaire international, il faut remonter aux conclusions que le gouvernement des États-Unis tire de ce qui s'est passé dans les années, au cours des années 30, suite au crash de Wall Street d'octobre 1929, et puis surtout de la très grande dépression qui a commencé à partir de 1931 aux États-Unis et qui s'est répercutée à l'échelle de la planète. Et dans le cadre de cette grande dépression provoquée par les États-Unis, une série de pays européens, à commencer par l'Allemagne, où il y avait un taux de chômage énorme, une situation économique catastrophique. Les nazis n'étaient pas encore arrivés au pouvoir, puisqu'ils arrivent au pouvoir en mars 1933 par les élections. Et on est toujours dans une situation où les nazis, d'une part, et d'autre part, les socialistes plus les communistes sont des forces qui pourraient rivaliser, quoi. Les nazis ils n'ont pas gagné d'avance alors qu'on est en 1931. Je dis ça pour expliquer que dans le cadre de cette énorme récession mondiale provoquée par les États-Unis, l'Allemagne, vu les conditions qu'on lui a imposées dans le cadre du traité de Versailles, est incapable de continuer à rembourser ses dettes à l'égard des
des puissances européennes qui l'ont vaincu à l'issue de la Première Guerre mondiale. Et l'Allemagne suspend ses paiements à l'égard de la Belgique, de la France, de la Grande-Bretagne, de l'Italie aussi, je crois. Et ces pays qui eux-mêmes sont touchés par les récessions et qui ont une dette de guerre à l'égard des États-Unis, qui leur a prêté main forte contre l'Empire allemand et l'Empire austro-hongrois pendant la Première Guerre mondiale, les puissances donc d'Europe occidentale, qui ne reçoivent pas les paiements de l'Allemagne, suspendent elles-mêmes les paiements de leurs dettes à l'égard des États-Unis. On a donc une généralisation au nord d'une suspension de paiement de dettes, dans laquelle s'engouffre avec raison toute une série de gouvernements, non, principalement de pays d'Amérique latine, en fait, non uniquement de pays d'Amérique latine, mais c'est 14 gouvernements d'Amérique latine qui suspendent également leurs paiements en disant, bon, ben, si entre puissances du Nord, on ne se rembourse pas les dettes, alors que nous-mêmes, nous faisons les frais de la récession mondiale, eh bien, nous arrêtons les remboursements. Il ne faut pas trop nous en demander. Et donc, on a un contexte extrêmement préoccupant pour les États-Unis. Un, suspension quasi généralisée de paiement. Deux, une croissance qui a été faible pendant, disons, de 1931, mais on peut même dire de 1929, jusqu'à 1940. En 1940, les États-Unis discutent déjà de leur entrée en guerre, mais c'est en 1941 qu'officiellement ils entrent en guerre. Et entrant en guerre contre le Japon, l'Allemagne nazie, l'Italie fasciste, ils savent qu'ils vont gagner cette guerre avec leurs alliés. Et donc, Roosevelt considère qu'il faudra, à l'issue de la guerre, de la Seconde Guerre mondiale, avoir des institutions capables de refaire fonctionner le système capitaliste mondial, bien sûr au profit des États-Unis, mais aussi en donnant une série de garanties de stabilité, c'est-à-dire que Roosevelt a tiré comme conclusion, vous savez, c'est un président capitaliste, mais avec des idées qui sont tout sauf néolibérales, comme les idées qui sont en vogue depuis 40 ans, depuis Ronald Reagan. Roosevelt est sous la pression d'un mouvement ouvrier aux États-Unis puissant, qui a fait des grèves avec occupation d'usines, ce qui n'a plus eu lieu après la Seconde Guerre mondiale. Et il a fait de grandes concessions au mouvement ouvrier, autorisé le droit des syndicats d'organiser les travailleurs, imposé ça aux patrons, quoi. Il a garanti par la loi le droit de grève et il a scindé les banques entre les banques d'investissement et les banques de dépôt. Et il a décrété que pour les tranches supérieures des revenus des plus riches, 90%, 90% étaient prélevés comme impôt sur les tranches supérieures. Donc, des mesures inimaginables au cours des 40 dernières années. Bon, et il n'a aucune confiance dans Wall Street. Pourtant, il a des liens avec Wall Street, il les connaît très bien et justement, il ne leur fait pas confiance. Et il considère qu'il faut donc deux grandes institutions mondiales
qui remettent de l'ordre dans la finance internationale et qui pallient au manque de volonté du secteur bancaire privé de faire des prêts pour relancer l'économie. Parce qu'il faut aussi prendre en compte qu'à l'issue de la Seconde Guerre mondiale, quasiment 80%, 87% des titres de la dette des pays européens sont en suspension de paiement. 60% des titres latino-américains et 56% des dettes, donc sous la forme de titres, de l'Extrême-Orient. Donc, on a, à l'issue de la Seconde Guerre mondiale, mais il le prévoyait, le maintien d'une situation de non-paiement de la dette. Les banquiers qui ne sont pas remboursés, ils n'ont pas envie de prêter. Et donc, l'idée, c'est on va mettre pour la première fois dans l'existence du capitalisme à l'échelle mondiale, on va mettre en place 2 institutions financières mondiales qui vont essayer de relancer la machine, quoi. Alors, avec l'idée que la banque, elle va d'abord s'occuper de la reconstruction de l'Europe et secondairement de favoriser des projets d'infrastructure dans les pays du Sud qui, à part les pays d'Amérique latine, et quelques autres pays sont encore des colonies. Toute l'Empire britannique est encore absolument énorme. Il comprend encore ce qui est représenté aujourd'hui par l'Inde, le Pakistan, le Bangladesh, le Sri Lanka. C'est la partie de l'Empire britannique qui s'appelle les Indes. Les Pays-Bas contrôlent encore toute l'Indonésie. Les États-Unis ont comme colonie en Asie les Philippines. Et toute l'Afrique, à part l'Éthiopie, est soit dirigée par des Blancs, comme l'Afrique du Sud, des Blancs racistes, soit sont des territoires coloniaux de la Grande-Bretagne, de la France, de la Belgique, du Portugal, un petit bout pour les Espagnols aussi au nord. Et donc, l'aspect financement du développement du Sud est marginal dans les missions de la banque au départ. Et c'est d'ailleurs pour ça qu'elle s'appelle Banque internationale de reconstruction et de développement. Et reconstruction vient en premier lieu. Et c'est la reconstruction de l'Europe et secondairement du Japon, mais on en parle très peu puisque le Japon fait partie des ennemis qui ont été vaincus avec l'Allemagne nazie et l'Italie fasciste par l'alliance entre l'Europe occidentale, l'Union soviétique, l'Amérique du Nord et des pays du Sud alliés qu'on a mobilisés de force puisqu'ils étaient généralement des colonies. Hein, les tirailleurs sénégalais, les Indiens forcés de participer à la Seconde Guerre mondiale, etc. Bon, il y a d'autres choses très importantes qui font partie des conclusions tirées par Roosevelt et son administration par rapport à ce qui s'est passé dans les années 30 et aussi par rapport à ce qui s'est passé après la Première Guerre mondiale et les termes du traité de Versailles. Donc, une des conclusions, c'est qu'il ne faut pas imposer aux vaincus des obligations de réparation et de remboursement de dettes
trop lourde parce que ça va rendre impossible la vie des gouvernements de ces pays. Donc ça, c'est un raisonnement clé par rapport à l'Allemagne nazie défaite. L'idée, là, est surtout de ne pas lui imposer ce qui a été imposé à l'Allemagne après la Première Guerre mondiale. Deuxièmement, les États-Unis se disent, dans certains cas, si on veut, oui, il faut avoir en tête que grâce à la Seconde Guerre mondiale, les États-Unis connaissent une croissance économique qu'ils n'avaient plus connue depuis 1929. Donc, grâce à l'effort de guerre et à la fabrication d'armes pour mener la guerre, les États-Unis connaissent une croissance économique très forte. Et donc, en fait, là, c'est important que vous ayez en tête, la crise se termine aux États-Unis, on va dire, en 1941, grâce à la guerre, tandis que l'Europe, avec la Deuxième Guerre mondiale, voit une prolongation de la crise des années 30. Et comme il y a énormément de destruction, là, il faut attendre 46, 47, 48 pour un redémarrage de l'économie, et là, avec une croissance économique forte, puisqu'on reconstruit de manière accélérée. Bon, mais donc, pourquoi est-ce que je fais la différence entre les États-Unis et l'Europe détruite par la guerre? C'est parce que les États-Unis ont une situation de plein emploi à l'issue de la Seconde Guerre mondiale et ils sont confrontés à des pays tout à fait appauvris. Et donc, ils ont, et notamment les grandes puissances européennes. Et donc, il y a une discussion aux États-Unis au sein du gouvernement pour dire si on endette les Européens, il va y avoir un problème. Parce que pour nous rembourser, ils vont devoir dédier une partie de leur production dans le cadre de la reconstruction sous forme d'exportation vers chez nous pour nous vendre leurs exportations pour avoir les dollars nécessaires à nous rembourser. Et donc, les États-Unis ont, le gouvernement de Roosevelt a une réflexion, on va dire, entre guillemets, révolutionnaire du point de vue financier par rapport à tout ce qui s'était passé depuis un siècle et demi, c'est de dire, finalement, pour des pays pour lesquels nous voulons contribuer à leur reconstruction, il vaut mieux leur donner de l'argent, on va leur donner des dollars, on va leur faire des dons. Ces dollars vont de toute façon nous revenir parce qu'on leur donne des dollars et avec ces dollars, comme ils doivent se reconstruire, ils vont nous commander des machines, des usines, des locomotives, des autos, des camions, vous voyez tout ce que ça représente. Et donc, les dollars qu'on leur donne, avec ça, ils vont nous payer ce qu'ils vont nous acheter. Et nous, on va continuer, nous les États-Unis, à faire fonctionner notre machine économique qui doit se reconvertir d'une industrie de guerre en une industrie, entre guillemets, de paix. Mais ils n'ont jamais oublié, évidemment, la guerre et les dépenses militaires. Et ça, c'est l'aspect Banque internationale de reconstruction de la Banque mondiale en pensant à l'Europe. Donc ça, c'est important d'indiquer cela. Maintenant, dans l'administration Roosevelt, les débats avec des idées, entre guillemets, révolutionnaires du point de vue de la finance sont allés même plus loin. Les conseillers de Roosevelt, et là largement en convergence avec John Maynard Keynes,
grand économiste britannique, conseiller du gouvernement britannique, qui participait aux négociations au cours de la Seconde Guerre mondiale pour le lancement de ces nouvelles institutions, tant Keynes que les conseillers de Roosevelt, au départ, ont pensé qu'on pourrait créer une nouvelle monnaie mondiale. Keynes appelait ça le Bancor. Et il y a encore plein de gens qui parlent du Bancor, l'idée de Keynes. Et les conseillers de Roosevelt, eux, ils appelaient ça UNITAS. Donc l'union des... Mais UNITAS, il y a UN, United Nations, donc Nations Unies. Et bon, l'idée d'unité, évidemment, est une monnaie nouvelle. Bon, finalement, ça a été abandonné parce qu'il y a eu la pression de Wall Street qui a dit, et du grand capital américain qui a dit, mais une monnaie mondiale, elle existe, c'est le dollar. Il n'y a pas besoin de créer une nouvelle monnaie qui va concurrencer le dollar. Donc, ils abandonnent cette idée. Alors, aussi très important, c'est lié au contexte que je viens de décrire, l'Union soviétique de Staline est l'allié des États-Unis contre le Japon et contre l'Allemagne nazie. Contre l'Italie fasciste, mais elle est déjà battue en 1943, l'Italie fasciste. Donc, il reste l'Allemagne nazie et le Japon. Et Roosevelt est vraiment convaincu qu'il faut associer les soviétiques. Ah, il a rencontré Staline en compagnie de Churchill à Yalta, à Potsdam. Ils sont répartis des grandes parties de la planète, y compris l'Europe. Et donc, Roosevelt est dans l'état d'esprit, il y aura une coexistence pacifique avec l'Union soviétique et pour éviter qu'ils n'aillent contre les intérêts des États-Unis, il vaut mieux les associer à une institution mondiale. Donc, c'est son orientation et il invite des délégués, il demande à Staline d'envoyer 2 délégués de haut niveau en 1944, au début de l'année 1945, donc avant la fin de la Seconde Guerre mondiale, en 1943, au début 1944, pardon, pour négocier le lancement de la Banque mondiale et du FMI. Et effectivement, en juillet 1944, parmi les 44 pays qui se réunissent à Bretton Woods, qui est une petite cité balnéaire, l'Union soviétique a des délégués et participe donc aux 3 semaines de réunion pour achever les négociations pour créer la Banque mondiale d'une part et le FMI d'autre part. Ce qui est intéressant aussi dans les discussions dans l'administration de Roosevelt, c'est qu'ils se disent qu'il vaut mieux créer 2 institutions qu'une. Si on a une seule, elle sera trop puissante et si elle fait des erreurs, ces erreurs pourraient avoir des conséquences trop graves. Si on a 2 institutions qui se répartissent le boulot, le FMI pour la stabilité des monnaies et garantir le rétablissement des flux de capitaux, ça c'est le FMI, et la Banque mondiale pour financer des projets, si on a 2 institutions, de toute façon on les dominera et ça vaut mieux 2 institutions qu'une seule institution. Encore un raisonnement de l'administration de Roosevelt, mais qui est le même que ce que je viens de dire, son raisonnement par rapport à l'Union soviétique. Si on veut que les pays du Sud qui sont indépendants reprennent les remboursements de leurs dettes et demandent des crédits à la Banque mondiale, il vaut mieux qu'ils soient membres de la Banque mondiale.
parce que comme ça, ils vont se sentir collégialement responsables d'obtenir les remboursements de la dette. Hein, ça paraît tout à fait simple, mais il fallait y penser et ce n'est pas con du tout. Et d'ailleurs, c'est ce que l'administration Roosevelt avait fait en créant la Banque interaméricaine de développement en 1940. Il avait appliqué cette règle-là et il voyait que ça allait plutôt dans le bon sens et que ça marchait, et que, autant le faire avec la Banque mondiale en tant que telle. Grosso modo, je crois que j'ai expliqué le contexte de juillet 1944 et il faut bien avoir en tête que l'Allemagne nazie, on est en juillet 1944, la guerre n'est pas finie. Hein. La guerre finit en mai 1945. Il reste encore quasiment un an de guerre. Donc l'Allemagne nazie et le Japon ne sont pas invités à Bretton Woods. Ils ne sont pas là. Ils sont exclus de la Banque mondiale. C'est important d'avoir ça en tête parce que le Japon et l'Allemagne nazie ne rentreront dans la Banque mondiale et dans le FMI qu'en 1952. Et il faudra leur faire de la place. Il faudra leur donner des voix au détriment d'autres. Mais comme entre-temps, il y aura eu le démarrage de la guerre froide en 1948, on se débarrasse de l'Union soviétique dès 1947-1948, puis de la Chine de Mao, qui en la Chine révolutionnaire, grâce à la victoire de la Révolution en 1949. Donc, il y a certains pourcentages qui revenaient à des alliés qui peuvent être attribués aux anciens ennemis qui rentrent dorénavant dans la Banque mondiale. Alors, si on regarde les voix, bon, Mathieu a parlé de la répartition des voix aujourd'hui, qui reste tout à fait inégale, avec les États-Unis qui ont un droit de veto, mais il faut bien se rendre compte que c'était encore bien plus grave au début. Et donc, en fait, à eux seuls, les États-Unis et la Grande-Bretagne avaient, si je ne me trompe pas, 49% des voix. Et si on ajoute donc les autres puissances occidentales alliées, ça faisait 70% des voix au sein de la Banque mondiale. Et les États-Unis à eux seuls, je ne dis pas de bêtises, combien est-ce qu'ils avaient? Évidemment, si vous l'avez en tête, n'hésitez pas à le dire. Ça m'évitera de chercher. Moi, je ne l'ai pas en tête, mais on peut chercher à plusieurs. Je pense que c'était ou 25 ou 30. Bon, on regardera. Bon, je retrouverai. À un autre moment, vous retrouverez. Ici, ça doit être à la fin du chapitre 1, il y a les pourcentages. Oui. 34,23. 34,23 pour les États-Unis et 14,17 pour le Royaume-Uni. Voilà. Tout à fait. Et il faut, je regarde si l'Inde était déjà séparée à ce moment-là. Bon, peu importe.
mais donc absolument considérable. Bon, alors, le début du fonctionnement de la Banque mondiale. La Banque mondiale prête d'abord aux pays d'Europe, mais par exemple, tant que les communistes sont au gouvernement en France, la Banque mondiale ne prête pas à la France. La France de Gaulle demande de l'argent à la Banque mondiale et la Banque mondiale dit à De Gaulle, bah, débarrasse-toi du PCF. Et le lendemain du départ du Parti communiste du gouvernement, bah, le prêt, le crédit qui était en négociation est octroyé. Il faut aussi voir que le deuxième pays d'Europe occidentale à recevoir le plus d'argent au début, c'est les Pays-Bas. Et c'est pour financer leur guerre contre Sukarno, qui dirige le front pour l'indépendance de l'Indonésie, colonie des Pays-Bas. Donc, c'est vraiment des prêts très orientés politiquement, les prêts de la Banque mondiale des 2-3 premières années. Deuxièmement, ce sont des prêts aux métropoles coloniales, aussi, non seulement pour se reconstruire, mais pour investir et développer leurs projets colonisateurs. Et donc, la Belgique emprunte à la Banque mondiale pour des projets au Congo. La France pour des projets dans ses colonies, etc., en plus de sa reconstruction. Je précise bien. Je montre aussi dans le bouquin, ça doit être au chapitre 2, que l'argent prêté, au départ, je pense que c'est 96%, 96% qui est dépensé en achat dans les pays du Nord. Donc l'argent ne va que formellement vers certains pays du Sud, soit indépendants, soit de territoires coloniaux. Et cet argent est immédiatement redépensé. Donc, à la page 70 ou quoi, je montre exactement quel pays du Nord bénéficie à fond des prêts octroyés par la Banque mondiale. Ce que j'indique aussi, c'est que la Banque mondiale, jusqu'en 1962, n'effectue aucun prêt pour construire un hôpital, une école, un système d'égout, un système de préparation d'eau potable. Donc, rien que des prêts pour des projets d'infrastructure, c'est-à-dire des chemins de fer, des centrales électriques dans les pays du Sud pour augmenter leur capacité d'extraction des matières premières et puis leur capacité d'exportation par les chemins de fer vers les ports qui vont permettre d'exporter les matières premières vers les pays du Nord. Bon, je crois que j'ai fait un peu pour éviter d'en rajouter, on pourra en discuter lors d'une prochaine séance, à moins que ce soit dans la discussion maintenant, mais donc je laisse de côté le plan Marshall, qui est tout à fait intéressant, et ce que j'indique, y compris en chapitre 2, à savoir un début de prise de conscience dans la Banque mondiale et dans l'administration américaine, que même si la reconstruction de l'Europe est le principal objectif, il faut quand même peut-être s'occuper un peu
des problèmes de développement parce que ou sinon, la dynamique révolutionnaire qui est en plein essor avec la victoire de la révolution chinoise, puis la victoire de la révolution cubaine, puis toute une série de gouvernements qui se mettent à nationaliser des infrastructures, comme le gouvernement de Nasser en Égypte en 1956, ou de Mossadegh en Iran en 1953, ou de Jacob Arbenz en 1954, ben, la Banque mondiale commence, mais très lentement, à se dire, sous pression d'ailleurs du gouvernement des États-Unis, qu'il faudrait commencer à s'occuper un peu des pauvres, ou sinon ces pauvres vont carrément se révolter et passer du côté du communisme, du côté du castrisme, etc. Mais bon, on pourra en reparler par ailleurs. Voilà, je m'arrête là. Merci Eric. Des questions, des remarques? C'est intéressant. Ouais, top. Bon, pas de questions, mais peut-être juste une petite remarque parce que ça m'avait fort remarqué justement le passage où il montre la discussion sur comment aider les alliés, etc., avec les financements, qui montre qu'ils savent très bien comment aider les pays alliés comme il faut et comment ils savent quels sont les critères et les caractéristiques des prêts qui risquent de mettre en difficulté les débiteurs. Et donc, ça montre qu'ils savent parfaitement ce qu'ils font quand ils font des prêts en imposant des politiques d'ajustement structurel, etc. Et donc, c'est assez édifiant ce passage-là. Mais voilà, s'il n'y a pas de remarques ou de questions, je pense que on peut passer à la petite présentation de Dominique. Ce micro. Est-ce Là, que on vous t'entend, oui. m'entendez? Super. Oui, on t'entend. Je vais faire vite alors. Hein. C'est le texte d'Éric qui est écrit au sujet de la Banque mondiale 10 ans après les révolutions arabes. Et en fait, c'est un peu, on voit toujours plus ou moins la même chose, mais là, on voit que la Banque mondiale n'a pas tiré les leçons des révolutions arabes et qu'elle n'a pas reconnu sa responsabilité et qu'elle n'a pas changé sa politique, donc qui reste toujours la même dans les pays concernés. Bon, alors en fait, sa politique, c'est toujours prôner la bonne gouvernance aux institutions, défendre les mêmes dogmes, donc l'ouverture des marchés, les privatisations. Il parle même d'investissement dans privé et d'ouvrir les marchés de l'Atlantique au Golfe et de aussi favoriser des PPP, donc des partenariats publics-privés. Et donc toujours aussi dans les recettes qu'elle donne, c'est les recettes entre guillemets, hein, dans les mesures qu'elle veut que les États mettent en place, c'est de restreindre les dépenses de l'État et on voit aussi qu'elle continue à se servir à présenter. Donc, quand on voit comment elle se dégage de sa responsabilité dans tout ça et dans ce qu'elle veut toujours mettre en place, on voit que ce sont les États qui servent de bouc émissaire, même les États qu'auparavant elle a bien engraissés et qui étaient des États autoritaires, policiers, voire dictatoriaux. Donc, en fait, ça, rien de nouveau depuis 10 ans, si on peut dire, dans les pratiques qu'elle prône. Et donc, d'ailleurs, quand on regarde ce que la Banque mondiale conclut de ses analyses de ce qui s'est passé, elle conclut qu'il faut même approfondir ces politiques, alors que ce sont ces politiques-là qui ont finalement fait exploser la situation dans la zone, d'abord en Tunisie, après l'immolation par le feu donc, du jeune vendeur tunisien à qui on avait pris ses outils de travail. Donc on voit que comment je vais dire,
Pour elle, il faut approfondir toutes les mesures, donc elle nie sa responsabilité dans ce qui s'est passé. Et elle n'a pas fait de rapport vraiment officiel 10 ans après les printemps arabes, mais elle a sorti des communiqués qui sont d'ailleurs en partie analysés dans le texte, et c'est vraiment grave parce que, en fait, comment la Banque mondiale justifie dans ses communiqués de presse, notamment un communiqué de octobre 2015, comment elle justifie que finalement ce qu'elle avait prévu, ce qu'elle avait coutume de prévoir comme évolution dans la région MENA, donc Afrique du Nord, Moyen-Orient, eh bien, en fait, c'est le contraire qui s'est passé. Donc, il fallait qu'elle arrive à expliquer ça. Et en fait, elle s'est mise à faire toutes sortes de communiqués, mais qui sont analysés notamment par Gilbert Achcar, donc en 2020 dans son livre, mais aussi qui avait été analysé aussi en partie par Thomas Piketty dans plusieurs études, Thomas Piketty et des collègues. Et donc, qu'est-ce qu'elle dit, la Banque mondiale ? Dans ses communiqués, en fait, c'est assez fort parce qu'elle dit que, en fait, elle ne s'attendait pas à ce que la situation explose ainsi et que la rue sorte en si grand nombre dans Tunisie, puis en Égypte et dans d'autres pays. Elle ne s'y attendait pas, dit-elle, parce que, en fait, quand elle analysait les indicateurs macroéconomiques, tout semblait aller dans le sens du progrès. C'est un peu fort, mais bon. Et donc, selon la Banque mondiale, elle a même prétendu dans ses communiqués que ces révolutions arabes étaient nées à partir de la classe moyenne et pas dans les classes les plus pauvres. C'était né. Donc, selon la Banque mondiale, ce sont les classes moyennes qui se révoltaient parce que au départ, parce qu'elle ne tirait pas assez profit, elle ne voyait pas le profit qu'elle pouvait tirer de justement ce progrès que la Banque mondiale prétendait favoriser. Et donc, ce seraient ces classes moyennes qui se seraient révoltées. Bon, alors, selon la Banque mondiale, il n'y avait pas tellement… Les inégalités diminuaient. Alors, Gilbert Achcar donc, a bien montré, et Thomas Piketty, qu'en fait, la région du Moyen-Orient, la région d'Afrique du Nord et du Moyen-Orient, eh bien, au contraire, c'était une région qui était une des plus inégalitaires, si pas la plus inégalitaire parmi les pays dits en voie de développement. Ainsi, Gilbert Achcar montre que les inégalités avaient fortement augmenté entre 1980 et 2011 en Afrique, dans cette région. Et Thomas Piketty et ses collègues montrent que, notamment, qu'il y avait 64% du revenu qui revenait au décile supérieur de la population et 30% revenus et patrimoine qui revenaient au centile supérieur, ce qui sont les pourcentages les plus élevés, même si on compare à d'autres pays comme d'autres pays, et donc comme la Chine, le Brésil, les États-Unis, etc. Et donc, en fait, ce qui s'est passé aussi, comment se fait-il que la Banque mondiale tirait comme ça des fausses conclusions, etc. Donc, Gilbert Achcar donne plusieurs explications. C'est notamment que quand la Banque mondiale parle de la pauvreté, elle se base sur des données qui sont prises, ça se voit aussi dans d'autres pays. La Banque mondiale, elle prend des données qui sont prises sur base d'enquêtes sur des échantillons très réduits, et des échantillons, notamment pour l'Égypte, les données avaient été recueillies par des institutions proches du régime de Moubarak, etc. Et donc, tout ça est trompeur. Hein. Et ça, la Banque mondiale, elle coopérait comme ça, si on peut dire. Hein.
Et donc, en fait, voilà, je vais bientôt terminer. Oui, alors, c'est clair que la Banque mondiale, elle prétend se renseigner auprès d'experts, mais bien sûr qu'elle ne tient pas compte de la situation que connaissent les gens sur place, et notamment les militants syndicaux, politiques, etc., et sociaux. Et alors, en fait, le texte montre que c'est même pire, que, en fait, dans tous ces communiqués, ces explications, la Banque mondiale utilise toutes sortes de controverses pour toutes sortes de, comment, plutôt de raisonnements tordus, si on peut dire, pour justement évoquer les problèmes qu'elle rencontre avec la pauvreté. C'est assez fou parce que donc cette Banque mondiale, en fait, elle a attaqué d'ailleurs Gilbert Achcar pour les rapports, pour les critiques qu'il avait faites. En fait, la Banque mondiale fait souvent référence au fait qu'à une vieille théorie des années 50 de Simon Kuznets, selon laquelle, bien quand un pays a une économie qui décolle, ou pour même qu'elle décolle, il faut qu'elle passe par une phase où justement les inégalités vont s'accroître. Ce qui est donc un peu comme si on disait, il faut passer par les inégalités pour que l'économie finalement décolle, après ça ira mieux. Un peu comme il faut passer par la mort pour pouvoir aller au paradis. Et donc, en fait, cette théorie, elle a été reprise à plusieurs reprises, un peu comme réapparue à plusieurs moments dans les théories dans les croyances, les théories, les dogmes de la Banque mondiale, mais elle a aussi à certains moments été mise en doute et critiquée. Mais néanmoins, d'après la Banque mondiale, déjà encore dans les années 80, eh bien, cette théorie est à nouveau revenue, et bien sûr, c'est lié aussi aux thèses comme quoi il y aura après du trickle-down, du ruissellement vers les populations plus pauvres, hein. Elles n'ont qu'à attendre et souffrir. Et donc voilà. Et donc, mais bien sûr, ce qu'on voit maintenant, c'est que les théories comme ça, finalement, les gouvernements avec toutes ces recettes néolibérales, avec toutes ces mesures néolibérales, ils favorisent le 1% le plus riche qui s'enrichit, tandis que les plus pauvres s'appauvrissent. Donc l'écart augmente, les inégalités augmentent, c'est ce qu'on constate. Mais aussi, la Banque mondiale, après les printemps arabes, a aussi modifié quelque peu ses discours pour faire espérer qu'elle avait un peu compris et qu'elle avait un peu tiré des leçons des révoltes arabes, mais en fait, pas du tout. Donc, par exemple, dans ses discours, maintenant, elle dit s'intéresser aux jeunes, mais donc elle dit au gouvernement, aux États, qu'ils doivent s'intéresser aux jeunes et qu'ils doivent leur permettre de devenir compétitifs dans un monde de plus en plus globalisé. Bon, c'est assez hypocrite hein, quand on sait ce que ça veut dire. Et la Banque mondiale prétend aussi s'intéresser aux femmes, et donc elle dit aux États qu'ils doivent essayer de mettre en place des politiques où les femmes seront mieux intégrées dans le marché, dans l'économie de marché, et sa justification, c'est parce que les femmes sont plus performantes. Donc on voit que la Banque mondiale donne des leçons aux États pour faire croire qu'elle s'intéresse aux jeunes et aux femmes, mais tout ça reste dans un contexte de concurrence, et de concurrence non seulement entre les travailleurs, etc., mais aussi entre les pays les plus riches avec leurs entreprises, etc., leurs normes, etc., et les pays du Sud, en fait. Voilà, notamment les pays de la zone MENA. Voilà. Je ne sais pas si j'ai été claire, mais j'ai essayé C'est super clair. d'aller vite. Merci beaucoup. Donc, à nouveau, des questions, des remarques. Eric, je ne sais pas si tu veux compléter, rajouter un détail. Non, j'ai ou quoi que ce soit. rien à ajouter. C'est Super. très bien.
Mais je vois que Brigitte avait levé la main là. Je crois que Il y c'était avait des applaudissements. Ah, d'accord. Mais si Brigitte veut poser une question, elle est la bienvenue. Absolument pas. C'était des Parfait. applaudissements. Mais parce que les textes sont très clairs. Merci. Bah, super. Bah, on peut, enfin, comme tu Arrêtez, disais, Eric, là. on peut garder la suite des chapitres pour une prochaine formation. Il y a de quoi en faire pas mal. Enfin, il y a de quoi discuter. C'est très intéressant. Ouais.